Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de résultats d'études proposé par Sentinelle. Comme mon nom ne l'indique pas, moi je suis Laura de l'équipe Sentinelle et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour aborder ensemble un sujet essentiel pour toutes celles et ceux qui sont passés par là, l'accès à l'assurance emprunteur après un cancer. Depuis 2018, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour améliorer cette accessibilité. Mais parfois, entre le principe et la réalité, il peut y avoir des différences et c'est pour vérifier ça qu'a été menée l'étude Elocan, la toute première en France, à évaluer l'impact concret de cette loi. Et vous avez été plus de 2000 à y participer, donc un grand merci à ceux qui y ont participé. D'ailleurs, si vous êtes dans les participants de ce webinaire, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Au moment de l'étude, la loi elle était en cours depuis 5 ans, ce qui a donné le recul nécessaire à Renaud et Agnès qui sont en haut de l'écran ce soir à côté de moi, pour évaluer son efficacité au regard de son expérience, de votre expérience, pardon. Donc merci à tous les 2 d'être là pour présenter le fruit de votre travail. Et puis à vos côtés, juste en dessous, il y a Mehdi et Amel qui officient au sein de la permanence EDA de la Ligue contre le cancer. Ils accompagnent tous les jours les personnes dans ce genre de démarche. Donc on n'a pas trouvé mieux placé qu'eux pour répondre à vos questions après la présentation de Renaud et Agnès. Merci à tous les 2 d'avoir pris du temps pour être avec nous ce soir. Avant de vous laisser la parole à tous les 4, pardon, parce que c'est moi la 5e. Un petit mot sur l'espace sur lequel on se trouve pour les participants. Vous avez un onglet chat pour voilà, papoter, vous présenter, et cetera. Et puis un onglet questions qui porte très bien son nom pour poser plutôt vos questions. Les avoir toutes dans cet onglet-là, ça nous permet de voilà, de pas en oublier au moment des questions-réponses après la présentation. Voilà, donc on vous encourage à l'utiliser. Et puis voilà, j'ai tout dit. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, bonjour et merci beaucoup pour voilà, organiser ce retour et cette restitution sur le projet donc Éloquent qui avait pour ambition principale de mesurer les effets du droit à l'oubli pour l'accès à l'assurance emprunteur, qui a été, vous le verrez, largement aidé par la communauté des Sentinelles. Donc, je m'appelle Agnès Dumas, je suis sociologue, chargée de recherche à l'INSERM et je vais faire cette présentation avec Renaud Debailly, qui est sociologue à l'Université Paris-Cité Sorbonne pardon, au GEMAS et qui va, prendre la suite après pour, donc on va faire une présentation un peu à 2 voix. D'abord, je vais, rappeler un petit peu quelques éléments de contexte que vous devez connaître, sans doute, par expérience, mais qui permettent de resituer un peu et de redonner un cadre, aux résultats de l'étude. Alors déjà pour rappeler que le crédit, donc c'est un enjeu de société, on a près de la moitié des ménages qui sont endettés, donc tout type d'endettement, tout type de crédit et à peu près, voilà 30 28 29 qui sont, endettés pour motif immobilier. Le reste, il y a quand même 25 pour la crédit à la consommation et ce qu'il est intéressant de voir, en fait, c'est que finalement, heu, la France se situe à peu près en position médiane, en Europe, parce qu'en fait, la part des personnes qui sont, endettées, dans une société donnée, elle est très variable, avec en gros les pays, du sud, donc je pense que vous ne pouvez pas voir grand-chose, mais voilà, les pays du sud ou les pays, d'Europe de l'Est qui sont, avec un très faible taux d'endettement versus les pays, plus riches, donc d'Europe, du Nord et puis la Suisse, pour, voilà, un taux d'endettement qui est très important. Donc forcément, le crédit va être un enjeu plus particulier et en France, voilà, quand on a, un tiers de la population qui est concernée, c'est un véritable enjeu de société. Alors dans un contexte de risque aggravé en santé, l'accès à l'assurance emprunteur, elle pose, des difficultés. Pourquoi? Déjà parce que l'assurance finalement, elle est quasi obligatoire. On verra, voilà, on verra après, mais dans les faits, très, très souvent obligatoire. Elle protège contre le risque d'invalidité et de décès. Et il y a des difficultés d'accès pour les personnes qui ont un risque aggravé, donc de santé, soit des surprimes, donc ça coûte plus cher, des exclusions de garantie, il y a des risques qui ne sont pas couverts, voire même des refus d'assurance, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'assureur qui veuille vous emprunter. Cela génère des inégalités sociales, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus accès voilà, à l'accumulation de patrimoine, on ne peut plus aussi déjà peut-être parfois se loger, mais sinon aussi transmettre à ses enfants. Et puis, plus généralement, on avait, voilà, déjà vu au travers j'ai pu le voir au travers différents témoignages qu'il y avait des impacts sur l'identité qui étaient forts parce qu'en fait, c'est un peu l'étiquetage, la double peine qu'on traîne, tout au long de sa vie.
Quelles étaient les données avant qu'on commence l'étude qui étaient plus anciennes? Il y a 2 grandes études, une en voilà, on va dire qui était en France entière sur tout type de diagnostic de cancer qui s'appelait VICAN, VICAN 5 pour 5 ans après, un diagnostic de cancer. Et on voyait que parmi tous les répondants, donc c'est une enquête qui est représentative elle, on avait 17 des personnes qui avaient demandé un crédit immobilier professionnel 5 ans après le diagnostic. 30 disaient que le prêt avait été refusé et 30 l'obtenaient avec difficulté. Il y avait aussi une part importante, enfin, non négligeable, on va dire 10 de personnes qui disaient n'avoir jamais demandé de crédit par anticipation d'un refus. Sur la droite de l'écran, vous avez un graphique qui est là aussi peut-être petit, mais je peux vous le commenter rapidement. C'est, auprès de personnes qui participent à une cohorte de cancer, de personnes qui ont un cancer pédiatrique et les données étaient un peu anciennes, mais on regardait, voilà, quels étaient les éléments qui faisaient que, il y avait une difficulté d'accès, au crédit et en fait, les petites barres toutes noires et toutes petites, ce sont tous des problèmes de santé que ces personnes ont pu avoir et puis la barre très, très grande tout en bas à droite, enfin tout en bas qui est dans le cercle rouge, c'est le fait d'avoir déclaré le cancer à l'assureur. Donc en fait, on voit bien que la déclaration du cancer, c'était un véritable frein à l'accès à l'assurance emprunteur. Tout cela, a quand même quelque peu changé. Donc le contexte législatif, il y avait déjà en 2007 une loi qui avait consacré ce qu'on appelle la convention AERAS, qui avait permis, voilà des améliorations notables pour les personnes voulant s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Néanmoins, voilà, il y avait quand même des difficultés et en 2016, le droit à l'oubli, donc il va être, heu, ça va être DAO dans toutes les autres, diapositives, donc voilà, c'est le petit acronyme qu'on lui a trouvé, qui a supprimé l'obligation de déclaration de l'antécédent. Donc au départ, c'était 10 ans après la fin des traitements, 5 ans pour les personnes qui avaient eu un cancer plutôt dans l'enfance et puis avec des au fur et à mesure, il y a eu des grilles qui ont fait que, voilà, selon qu'on avait un cancer de stade 1 par exemple ou précoce, et bien ce délai pouvait être réduit. Et puis en 2022, il y a un grand bouleversement quand même qui a été avec la loi Lemoine, le fait que, c'est passé à 5 ans pour tout type de cancer, mais l'étude dont on va vous présenter les résultats aujourd'hui, elle s'arrête justement à 2022. Elle va montrer ce qu'en rétrospectif, le droit à l'oubli, donc voté en 2016, avait comme effet. Voilà et puis à l'international, bah, faut savoir qu'en France, on a été le premier pays à adopter le droit à l'oubli et puis ça a fait des petits, dans le reste de l'Europe, d'abord en Belgique, aux Pays-Bas. Au total, en 2024, on avait 8 pays qui avaient, des dispositifs, mais alors c'est assez varié. C'est des lois ou ça peut être des codes de conduite. Donc les codes, c'est quand même moins, voilà, moins moins impactant qu'une loi, on va dire, avec un nombre d'années assez variable. Il y a une volonté des associations d'unifier au travers, de l'Europe une réglementation, mais c'est, actuellement pas encore le cas. C'est pourquoi les résultats de cette étude peuvent être intéressants et importants au-delà même de la France et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait construit donc ce projet, Éloquent avec, le premier objectif qui était d'évaluer pardon, les difficultés rencontrées pour accéder à l'assurance emprunteur avant et après l'entrée en vigueur du droit à l'oubli. Donc avec des méthodes plutôt quantitatives, une enquête par questionnaire auprès de personnes, avec ou sans antécédent de cancer. Donc on va comparer des personnes qu'on va appeler des cas et d'autres qui n'ont pas eu de cancer qu'on va appeler des témoins. Et puis un deuxième objectif était de comprendre, les barrières sociales, cognitives, symboliques à l'utilisation du droit à l'oubli, plutôt avec des approches qu'on va dire qualitatives et c'est ce que, Renaud de Bailly va vous présenter juste après. Il y a un troisième objectif et donc ça, c'est encore en cours pour comprendre plus globalement le contexte social, politique et juridique dans lequel le droit à l'oubli a été adopté. Mais voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc le volet quantitatif, eh bien, il a, une méthodologie, assez standard pour évaluer en fait ce qu'on appelle les politiques publiques. Là, on est en termes d'évaluation de politique publique. On a une hypothèse qui est que le droit à l'oubli, ça va réduire les difficultés d'accès à l'assurance emprunteur. Le design, c'est-à-dire en fait la méthode globale de l'étude, c'est ce qu'on appelle une étude contrôlée avant-après. Pourquoi contrôlée? Parce que je vous ai dit en fait, on va comparer des personnes qu'on va appeler des cas avec des témoins et on va faire en sorte de rendre les cas et les témoins comparables. Donc c'est ça le contrôle et avant-après, donc avant et après la loi.
statistiquement, on utilise ce qu'on appelle quelque chose qui s'approche d'une méthode de différence des différences. Je vais vous expliquer concrètement à quoi ça ressemble avec un appariement. C'est la façon dont on rend les personnes comparables avec ce qu'on appelle un score de propension. La population, donc ce sont des sujets, des personnes qui ont un antécédent de cancer, qui ont fait une demande de crédit immobilier avant ou après la mise en place du droit à l'oubli, et puis des sujets témoins. Et ce qu'on va regarder, donc cette variable d'intérêt, en fait, le résultat principal, c'est le fait d'avoir eu des difficultés. Donc des difficultés, on a regroupé ça sur le fait d'avoir soit des surprimes, soit des exclusions, soit des refus. Donc la méthode de différence des différences, alors c'est sans animation, c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer de vous faire suivre avec les couleurs. Vous voyez qu'on a en bleu un groupe cancer qu'on va appeler numéro 1 parce que c'est avant l'adoption de la loi et à droite, un groupe cancer numéro 2 parce que c'est après l'adoption de la loi, donc qui est éligible au droit à l'oubli. Donc, on fait l'hypothèse que cette courbe, en fait, la proportion des personnes va être moins importante. Donc, on trace une ligne. Et puis, on a un groupe témoin qui est en vert, qui est le groupe témoin numéro 1, donc sans antécédent de cancer avant l'application de la loi. Et à droite, le groupe témoin numéro 2. Donc, si on faisait juste un avant-après, on regardait juste le bleu, on se dirait: «Tiens, bon, bah, ça a descendu, c'est bien», mais en fait, on ne sait pas si ça se trouve, il y a d'autres raisons, des raisons macroéconomiques ou des raisons qui sont liées, en fait, tout simplement aux caractéristiques des personnes qui ont répondu, qui ont fait que ça descend. Donc on va comparer, les pentes, en fait, entre le avant et le après, entre les groupes cancer et des groupes, on va dire, témoins. Et finalement, c'est pas la différence, heu, avant-après, mais c'est la différence entre ce qu'aurait dû être, la courbe qu'aurait connue le groupe cancer, donc le groupe bleu, si, ils avaient connu la même évolution que, le groupe témoin. C'est ce qu'on va appeler la de différence de différence, et ça va être l'effet attribuable au droit à l'oubli. Donc, je vous ai aussi parlé d'appariement. Qu'est-ce que c'est en fait un appariement? C'est-à-dire qu'on va, calculer un score qui va rendre les personnes comparables selon qu'elles sont, dans un groupe ou un autre. Donc d'abord, on a un appariement en fait entre les personnes qui ont eu un cancer avant ou après le droit à l'oubli, selon le type de cancer, selon le type de traitement reçu, parce que c'est important, ça peut avoir des conséquences sur, l'état de santé, et cetera. Et on va aussi, utiliser des variables sociales et puis des caractéristiques de santé. Donc, bien sûr, le montant du prêt qui est vraiment le facteur numéro 1 qui va, être utilisé par les assureurs pour pouvoir calculer aussi les risques. Le sexe, l'âge, le fait d'être en surpoids, le fait d'avoir des comorbidités, donc d'avoir d'autres problèmes de santé, qui ne sont pas forcément liés au cancer, et le fait de fumer qui est aussi une variable qui est très utilisée par les assureurs. Donc, on a un ratio qu'on dit, on a un cas, de personnes avant, le droit à l'oubli pour un cas de personnes après le droit à l'oubli, et ensuite on va chercher des contrôles avec un rapport 1/3, c'est-à-dire qu'on va chercher 3 témoins pour une personne qui a, le problème. Donc c'est ça qui permet d'avoir, de rendre les populations comparables, et puis les participants, c'était pour beaucoup donc les personnes des sentinelles. Il y avait aussi des personnes qui ont participé à une autre étude qui s'appelle Candy, qui travaillait aussi, qui s'intéressait au cancer du sein, et puis des personnes qui participaient donc à cette cohorte pédiatrique, la FCCSS, pour, étudier aussi cette, voilà les résultats, les effets dans cette population qui est également très, très concernée par l'après-cancer. Donc je vois que le temps passe et je vais aller vraiment très vite là. C'était juste pour vous dire que, au début, on a près de 2 000 personnes qui répondent au niveau des voilà, 1 300 vraiment avec des personnes qui ont répondu à l'ensemble des questions, et cetera. Mais pour pouvoir rendre les groupes comparables, vous voyez qu'au début, on a 2 263 répondants, mais à la fin, on en a 550 seulement, parce qu'il faut pouvoir matcher les personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Mais au final, on a quand même près du 2 tiers des participants qui sont issus, des sentinelles, et encore merci, voilà, pour tout ça. Alors les résultats,
ils vont être, assez simples, hein. Il y a donc en 3 diapositives. La première, c'est celle-ci pour montrer déjà quels étaient les types de difficultés qui étaient rencontrées par les personnes. Donc quand on pose la question: «Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir une assurance pour ce crédit immobilier?» Eh bien, vous voyez que dans la case refus, on a 38 avant le droit à l'oubli, 12 après. Pour les contrôles, on avait 3 avec le droit à l'oubli, 4 après. Donc on voit déjà qu'il y a une réduction quand même assez importante chez les personnes qui ont eu un cancer et que chez les contrôles, c'est assez stable et c'est beaucoup moins important. Pareil pour la surprime, 38 avant le droit à l'oubli, 19 après. Les exclusions de garantie, 46 avant le droit à l'oubli, 22 après. Et on voit que chez les personnes qui ont donc les témoins, ça reste assez stable et c'est nettement inférieur aux personnes qui ont eu un antécédent de cancer. Si on regroupe tout le monde dans, la même, enfin voilà, si on regroupe les difficultés, tous les types difficultés ensemble, eh bien on voit, sur la gauche de l'écran, le graphique, donc vous voyez en gris sombre, on a les personnes qui ont eu un antécédent de cancer et en gris clair, ce sont les témoins. Donc avant à gauche, après à droite. Avant le droit à l'oubli, 65 des personnes qui ont un antécédent de cancer rapportent des difficultés versus 35 après. Tandis que les personnes qui ont eu un contrôle, qui sont témoins, pardon, voilà, quand on regroupe l'ensemble des difficultés, on a 16 des personnes qui rapportent des difficultés avant versus 15 après. Donc déjà, on voit que graphiquement, on a quand même un effet qui est assez important et on a aussi testé donc, voilà, avec des modèles en fait de régression qui nous disent si, tout ça est significatif ou pas et donc globalement, c'est ce qu'il y a sur la droite de l'écran et ça montre que c'est effectivement significatif, qu'on a une différence qui est importante avant, après et significativement différente des personnes qui sont témoins. Donc, heu quand on regarde en sous-groupe, pardon, par contre, quand on a différencié en fait les personnes qui avaient un antécédent de cancer du sein avec les personnes qui avaient un cancer de l'enfant, vu que c'est voilà les diapositives sont petites, mais vous voyez ça garde à peu près la même, logique, c'est-à-dire on voit en gris sombre, qu'on a quand même beaucoup plus de personnes qui avaient un cancer du sein qui avaient des difficultés, et ce qu'on devine, c'est qu'en fait ce n'est plus très significatif pour, ces personnes-là, tandis que pour les personnes qui ont un cancer pédiatrique, ça reste, significatif. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y avait une réduction sensible des difficultés, mais qu'il y avait quand même des freins qui persistaient avant l'adoption de la loi Lemoine en tout cas, et en particulier pour les personnes qui avaient un cancer du sein et les raisons qui nous semblent, expliquer cela, c'est le fait qu'il y avait quand même, a priori aussi des personnes ont appliqué en disant enfin, qui ont fait une demande de crédit, pensant qu'elles étaient éligibles au droit à l'oubli, mais qui ne l'étaient pas. Puisqu'en fait, vous vous rappelez, c'était 10 ans, c'est très long. C'était 7 ans pour un cancer de stade 1, voilà, ça reste, c'est 7 ans après la fin des traitements, donc c'est même pas c'est compliqué. Il y a quand même une complexité énorme. Ces grilles de référence, elles sont, éminemment complexes. Il y a un manque d'information. Voilà, même s'il y a eu au début du droit à l'oubli de l'information, des communications, des campagnes, aujourd'hui, c'est pas si évident que ça et une application peut être inégale aussi de la part des assureurs. Il y a un nouveau contexte, on en parlera peut-être dans la session des questions, avec la loi Lemoine, je vous le disais, qui a, vraiment fait qu'on avait un passage à 5 ans pour toutes les personnes, donc 5 ans encore après la fin des traitements. Et puis, tout ça voilà, c'est intéressant, je vous l'ai dit, pour les enjeux européens, parce que ça peut servir aussi, voilà, pour d'autres pays, pour pouvoir, aussi déployer ce type de dispositif et penser justement en termes aussi de délai après le diagnostic. Voilà, je laisse la parole à Renaud, pour, le volet qualitatif. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter les résultats du volet qualitatif qui vise un petit peu à compléter ce qui vient d'être dit par Agnès, c'est-à-dire d'apporter aussi un matériau un peu original par rapport à des difficultés, qui vous ont été présentées. Donc pour le volet, qualitatif, pardon, ça repose essentiellement sur la réalisation, d'entretiens semi-directifs avec des personnes qui ont contracté un prêt pour l'achat de leur résidence, principale. Donc avec 2 collègues, Hugo Gendringos et Yann Benoît, ils ont mené 25 entretiens, semi-directifs pour essayer de comprendre quelles étaient les barrières pour l'utilisation du droit à l'oubli.
Vous allez voir que ces entretiens, ils sont intéressants parce qu'ils permettent aussi d'aller au-delà de l'utilisation ou non du droit à l'oubli, mais de parler plus généralement en fait de toutes les difficultés rencontrées lors de la demande de prêt, l'accès à l'assurance. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir ces récits un petit peu plus riches qui permettent de comprendre comment on fait face à ces difficultés, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce que ça révèle finalement, cette période-là, précisément et notamment par rapport à ces questions d'identité qui ont été mentionnées, tout à l'heure par Agnès. Donc les entretiens semi-directifs, ont pu être réalisés grâce, aux personnes qui ont pu être recrutées via les sentinelles et la plateforme donc téléphonique de la Ligue contre le cancer, donc la plateforme EDA. Donc vous avez ici Amel et Mehdi qui pourront, tout à l'heure intervenir. Donc merci aux sentinelles, à EDA de nous avoir aidés parce que c'est toujours compliqué de trouver des personnes avec un profil très particulier pour passer, du temps, hein, en entretien et essayer de comprendre un peu à ces trajectoires singulières, individuelles, etc., etc. Donc la logique est complètement différente par rapport à l'étude quantitative, puisqu'ici, on cherche à avoir une certaine diversité des expériences par rapport à cette question de l'accès au prêt ou à l'assurance emprunteur. Donc on a interrogé des personnes avec différents types de cancers, des hommes, des femmes, des âges très différents, mariés, avec ou sans enfants, etc., etc. Ce qu'on cherche, c'est véritablement une diversité en fait dans les personnes qu'on interroge pour essayer de comprendre quelles sont un peu les logiques sociales qui permettent d'expliquer telle ou telle situation. Donc, parmi les personnes qu'on a interrogées, il y en avait un certain nombre qui n'étaient tout simplement pas éligibles au droit à l'oubli, d'autres qui ont pu en bénéficier et d'autres même qui ont pu ensuite bénéficier de la loi Loma. Alors, la première question, c'est finalement quelles sont les barrières qu'on peut identifier grâce à ces récits ou quelles sont plus largement les difficultés auxquelles on est confronté quand on essaye de faire un prêt ou d'accéder donc à un prêt via l'assurance. Alors la première chose, c'est tout simplement que les barrières, elles sont d'ordre administratif et légal. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir bénéficier du droit à l'oubli, il faut quand même vérifier cette question de l'éligibilité. Il y a des critères extrêmement précis. C'est la même chose aussi avec la loi Lemoine. Et donc par exemple, pour la loi Lemoine, il y a toujours cette question du montant du prêt, de la part assurée, de la date de fin du prêt, qui font qu'on a un droit à l'oubli qui semble être quelque chose finalement d'assez simple, dans son application, mais qui, d'un point de vue pratique, est beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est davantage un oubli qui est sous contrainte, sous réserve, et qu'on a, un certain nombre de démarches à faire pour parfois prouver qu'on rentre bien, dans le droit à l'oubli. Et puis, on a évoqué aussi les grilles de référence qui sont souvent jugées comme extrêmement difficiles à comprendre puisque, il faut comprendre effectivement le type de cancer, sa localisation, la durée et cetera et on a, des documents qui sont parfois pas forcément accessibles, quand on fait un prêt. Alors l'avantage de ce volet qualitatif, c'est surtout qu'il permet de montrer qu'il y a un décalage entre les catégories qui sont utilisées par les assureurs et les banquiers où on a quelque chose où on cherche à évaluer un risque à partir de la durée de la fin de traitement, du type du cancer ou des marqueurs biologiques, des réflexions ou une perspective, disons, médicale avec des critères cliniques et biologiques pour parler de rémission, puis de guérison. Et puis finalement, la perception individuelle qui est parfois un petit peu en décalage, le sentiment d'être guéri après la fin des traitements, après l'ablation d'un organe, etc., etc. Alors, il y a déjà des travaux, sociologiques qui existent et qui montrent que parfois, effectivement, il n'y a pas un alignement parfait entre la perspective médicale et la perception individuelle, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément antagoniste ou que c'est forcément sur le registre d'une opposition. C'est forcément opposé. Ce qu'on va voir en fait avec les entretiens, c'est qu'en revanche, la perception, les catégories utilisées par les assureurs et les banquiers, sont plutôt, opposées à la perception individuelle. Alors, le premier moment où on voit en fait émerger, des difficultés, c'est évidemment au moment du questionnaire, santé. Alors évidemment, avec la loi Lemoine, la situation est tout de même un petit peu différente. Il existe, toujours, mais pour des cas particuliers. Mais avant la loi Lemoine, le questionnaire santé était un moment important où on a ce qu'on appelle, le retour du stigmate, c'est-à-dire
le fait qu'on est catégorisé comme étant malade, même si on est un ancien malade, on reste en quelque sorte malade. Donc le questionnaire santé, c'est pas simplement une formalité administrative, c'est un certain nombre de démarches. Après un premier questionnaire, il y en a souvent un second, puis des visites médicales. Et cette étape, elle est vécue comme quelque chose qui est particulièrement intrusif, qui est particulièrement long, qui demande du temps, avec cette idée que ceux qui veulent accéder à l'emprunt doivent réunir des documents médicaux qui sont parfois rangés depuis très longtemps, qu'il faut parfois demander à l'hôpital. Évidemment, tout ça prend du temps, mais c'est surtout extrêmement lourd. Et c'est lourd aussi parce que finalement, les individus se sentent obligés de se mettre entre guillemets «à nu», alors qu'ils essaient de mettre à distance, la maladie depuis plusieurs années. Ils essaient de reprendre une vie normale ou, une nouvelle, vie normale. Mais dans les 2 cas, cette demande de prêt, c'est quelque chose qui est vécu comme extrêmement, violent, avec le fait de devoir prouver qu'on est, aujourd'hui, maintenant, en bonne santé, assurable, et cetera, et cetera. Alors le sentiment qui évidemment émerge très largement dans les entretiens, c'est, l'idée que les difficultés pour accéder à l'emprunt ou à l'assurance emprunteur, ça relève quasiment de la double peine. Alors cette expression, elle est vraiment utilisée de manière très fréquente et c'est assez frappant, quand on voit les récits et ces différents entretiens. La plupart des personnes décrivent un sentiment d'injustice extrêmement fort à travers cette expression de double peine. Alors ça renvoie à l'idée qu'effectivement, on n'a pas choisi d'être malade, d'une part, et qu'ensuite on est, traité de manière injuste par les institutions quand même on est, guéri ou en rémission. Et il y a même quelque chose qui est, assez étonnant, c'est que les individus ont même le sentiment d'être soupçonnés, de vouloir, frauder. Alors j'ai mis ici un petit extrait, d'entretien qui dit bien ça, c'est-à-dire l'idée qu'on est traité différemment, alors qu'il y a pas de raison et l'idée aussi qu'on est traité différemment, mais aussi on est suspecté, quelque part à travers ces en tout cas, c'est le sentiment qu'on a à travers ces différents, questionnaires qu'il faut remplir. Alors là où on voit une opposition par rapport à la perspective ou aux catégories utilisées par les banquiers et les assureurs, c'est le fait que pour les individus, finalement, ils ne se sentent pas si à risque que ça par rapport au restant de la population. Il y a un certain nombre d'arguments qui sont avancés, notamment le fait qu'en tant que personne ayant fréquenté l'institution hospitalière, en fait, ils ont un suivi médical assez régulier. Donc, par rapport à quelqu'un qui, peut-être est malade, mais ne voit jamais un médecin finalement, eux, s'il y a un risque ou le moindre problème, ça sera à détecter immédiatement. Il y a aussi l'idée que la fin des traitements, elle est datée parfois et que, finalement, on remplit des questionnaires alors que les traitements, sont terminés depuis longtemps. Et puis, il y a aussi un sentiment, évidemment de guérison lié au fait que parfois un organe, il y a eu l'ablation d'un organe et donc pourquoi on serait, entre guillemets «puni», d'avoir eu un cancer alors que maintenant, entre guillemets, il n'y a plus, de problème. Alors par rapport aux difficultés rencontrées pour accéder à un prêt ou à l'assurance emprunteur, dans les entretiens, on a vu plusieurs situations. On a des personnes qui ont renoncé au prêt, c'est assez rare, c'est eu 1 ou 2 cas. Des personnes qui ont accédé finalement à l'assurance grâce au droit à l'oubli ou à la loi Schuman. Des personnes qui sont assurées personnellement, qui sont pas assurées pardon, personnellement, mais qui bénéficient d'une couverture via leur conjoint et des personnes qui ont dû accepter en fait des surprimes et des exclusions de garantie. Alors souvent, ils ont essayé de chercher évidemment des solutions, ils sont allés voir d'autres assureurs, ils se sont renseignés auprès d'associations, et cetera. C'est souvent en fait un parcours assez long, un parcours, du combattant. Alors par rapport à ces solutions alternatives, à l'idée de trouver des solutions, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que, on arrive à avoir de l'aide, soit par sa famille, soit par la banque. Mais ça, c'est surtout le fait de personnes qui sont plutôt aisées parmi les gens qu'on a interrogés, des gens qui sont en couple ou qui sont, mariés ou, même souvent on a des différences de genre, c'est-à-dire le fait qu'on voit, chez les femmes cette volonté de trouver, des solutions face à ces problèmes, là où pour certaines personnes, pour des hommes en l'occurrence, on a parfois tendance à abandonner
et à se tourner vers une autre solution, la location en l'occurrence. Alors je voudrais simplement m'arrêter avant de conclure sur ce point-là qui est la différence homme-femme, avec cette idée qu'il y a quand même des conséquences sur le fait d'emprunter uniquement au nom du conjoint ou d'assurer uniquement le conjoint. Et il y a notamment quelque chose qui est assez important, c'est un sentiment de culpabilité qui apparaît, puisque les personnes ont l'impression d'être défaillantes, c'est-à-dire que les risques liés à l'emprunt pèsent sur les épaules de leur conjoint. Alors ici, vous avez un extrait d'entretien qui est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a pu bénéficier du droit à l'oubli, mais qui, pour un autre prêt, pour faire des travaux, a rencontré en fait d'énormes difficultés. Et cet extrait d'entretien, il est assez intéressant parce qu'on voit bien ce que ça a fait finalement de pouvoir bénéficier du droit à l'oubli et ce que ça fait de pas pouvoir en bénéficier. La même personne, en fait, raconte comment elle a l'impression finalement d'être comptée, pour du beurre, de compter pour du beurre. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie financière au sein du couple déjà, mais aussi il y a une asymétrie qui est, vraiment, d'ordre, symbolique et cette idée d'être quasiment, effacé et encore une fois que le conjoint, va donc devoir, porter sur ses épaules, les différents, risques. Donc pour, conclure sur ce volet qualitatif, ce qu'on voit, c'est que l'expérience de la demande de prêt c'est pas un parcours simple, c'est pas un acte administratif, simple. On voit qu'il y a des définitions différentes de la rémission, de la guérison et du risque et que par rapport à ces logiques actuarielles et administratives, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réactivation du stigmate, du malade. C'est-à-dire l'idée qu'on est étiqueté, comme un malade, même quand, du point de vue médical, on est en rémission, même quand on se sent guéri ou on est, même guéri. Et c'est assez, important cette conclusion-là puisque ça montre bien qu'il y a quelque chose de paradoxal. C'est souvent l'idée que, quand on a fini ses traitements, on est poussé à reprendre son rôle dans la société, à retourner au travail, à reprendre la vie de famille et en même temps, ici, on voit bien que, les institutions aussi, hem, donnent une «étiquette» entre guillemets, de malade et donc il y a cette tension qui est extrêmement, importante. Donc ce parcours, il me semble important, il n'est pas lié uniquement à cette question de voilà, des conséquences du droit à l'oubli. On voit bien ici que, les personnes malades doivent prouver, en fait, leur normalité, face à des institutions qui mettent en doute finalement, heu, leur dit. Voilà, je vais m'arrêter là, puis on va pouvoir peut-être répondre aux questions. Oui, merci à tous les 2. Hyper intéressant de voir aussi tout ce que ça implique, pour les personnes au-delà de la seule validation, d'un prêt, ou non. Ce que ça crée aussi ce genre de demande. Alors on a en effet des questions. On a Mariama qui nous demande: «Est-ce que le délai de 5 ans correspond à 5 ans post-traitement ou post-diagnostic?» Donc c'est post-traitement. Comme, en fait, à chaque fois, c'est la ça décale un petit peu dans le temps, mais c'est vraiment depuis la fin des traitements. Heu et voilà, Mehdi, TTA ou Amel peuvent compléter. Oui, donc c'est effectivement donc la fin du protocole thérapeutique. Ce qu'on entend par protocole thérapeutique, ça va être la fin des traitements actifs du cancer, donc chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. L'hormonothérapie et l'immunothérapie ne sont pas à prendre en compte dans ce cadre-là. Bah, merci Amel d'avoir, précisé ça parce que du coup, ça répondait à la question de Fabien, Ah bah, juste super. après, qui nous demandait si le traitement justement en immunothérapie post-cancer rentrait en compte, ou non. Et du coup, je crois qu'il a sa réponse. On a Camille qui dit: «J'ai lu qu'il fallait demander l'étude de son dossier par un humain et refuser l'étude par une IA, car le taux de refus est plus élevé. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous avez des informations, vous, là-dessus, peut-être?» On revient au sujet de l'IA, c'est une question, mais c'est des sujets qui reviennent souvent maintenant dans les webinaires. Pour ma part, je partage cette interrogation et pour aller plus loin, c'est la première fois que j'ai ce type de questions. Donc je ne saurais pas, je sais pas Amel si tu as déjà eu le cas sur la permanence également, mais je Du ne tout. me rappelle pas qu'on ait partagé
cette Non, interrogation? on n'a pas eu de retour à ce Non, niveau. à ce niveau. A priori, quand on remplit le questionnaire de santé, c'est le médecin de l'assurance qui vérifie les informations. C'est vrai qu'au niveau de l'IA, on n'a pas encore eu de retour là-dessus. Ok, merci. Ça viendra peut-être d'ici quelques années avec la démocratisation de l'outil. On a Mariama encore qui nous demande sur quels critères se basent les assureurs pour exclure des garanties ou appliquer une surprime? Est-ce que c'est l'âge, plutôt le type de cancer, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance emprunteur, ce n'est pas un produit standard dans le sens, pardon, où chaque assureur a sa manière d'apprécier le risque en santé. Donc, on va prendre en compte effectivement l'âge de la personne, le montant du prêt, sa durée. On va également prendre en compte le type de pathologie. Est-ce qu'il y a fin de traitement? Si oui, depuis quand? Et donc, la réponse peut être très différente d'un assureur à un autre. Donc, il ne faut pas forcément partir du principe que parce qu'un assureur vous oppose une surprime, que ça va être le cas de tous les assureurs, par exemple, ou que le montant de la surprime va être le même. Donc, c'est très difficile finalement de pouvoir s'avancer et de savoir sur quels critères se fonde l'assureur dans le cadre de son évaluation du risque. Ok, merci. Alors là, il n'y a pas d'autres questions, mais du coup, moi, je vais en ajouter une. Plutôt pour vous, Amel et Mehdi, avoir un peu vos impressions. Vous, en fait, aujourd'hui, vous qui êtes vraiment sur le terrain et qui répondez aux principales interrogations. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des freins particuliers ou voilà, des choses que vous remarquez et que vous traitez le plus souvent? Alors en termes de freins, ça va forcément être l'avant droit à l'oubli. Donc pour des personnes qui ne sont pas encore éligibles, forcément ça peut être un peu plus compliqué, ou des personnes qui vont être en cours de traitement, donc en cours de chimiothérapie ou radiothérapie. Et effectivement, dans ce cadre-là, l'accès à l'assurance peut être un peu plus difficile. Comme évoqué précédemment, la loi Lemoine a également d'autres dispositifs, donc je pense notamment à la suppression du questionnaire de santé. Donc on est vraiment sur du cas par cas. En fonction des personnes, il peut y avoir d'autres types de solutions. Vous aviez également évoqué le prêt sans assurance, qui est également possible. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas forcément que se cantonner au droit à l'oubli. Il y a potentiellement d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place en fonction des cas de chacun. Plus également pour compléter aussi certains assureurs qui deviennent de plus en plus inclusifs dans leur champ en fait assurantiel, notamment 2 assureurs qui ont récemment élargi à différents types de cancers la possibilité de ne pas prendre en compte ce type de pathologie. Donc il y a vraiment à cette échelle des solutionnements qui ne répondent pas à toutes les questions, à toutes les situations, mais en tout cas, on sent un effort de toute façon qui est aussi bien législatif qu'à l'initiative de certains assureurs pour essayer d'être le plus inclusif possible au niveau des pathologies, notamment cancéreuses. Merci. Et notamment cancer du sein, parce que c'est vrai que c'est un cancer qui arrive un peu plus jeune en moyenne que pour d'autres types de cancers, et qui est très fréquent, et qui en plus avec plus il y a un dépistage organisé qui se fait de plus en plus jeune, donc on trouve de plus en plus de cancers. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi comme ça. Ça peut être vécu des fois comme une forme d'injustice pour d'autres personnes. Mais voilà, les choses évoluent quand même assez positivement, toujours trop lentement sans doute, hein, par rapport à ce qu'on souhaiterait. Mais c'est vrai que ça avance. Ça avance, ouais. On a Camille qui dit: «Alors dans mon cas, j'ai subi une mastectomie totale suite à un cyste de grade 0, je pense, sans traitement supplémentaire. Les 5 ans débutent donc le jour de la mastectomie?» C'est ça, hein? C'est ce qu'on avait. C'est l'intervention chirurgicale qui, en fait, voilà, dans la définition du droit à l'oubli, hein, comme le rappelait Amel tout à l'heure, c'est soit effectivement intervention chirurgicale, chimiothérapie, radiothérapie. Là, en l'occurrence, l'intervention chirurgicale est considérée comme un protocole actif pour lutter contre le cancer. Ça marche. Alors j'ai Ferli, du coup, qui est en coulisses, qui a une question qui nous dit: «Dans la partie qualitative de l'étude, vous avez mentionné une différence de genre.
Est-ce que c'est aussi ressorti dans la partie quanti? Ellie est désolée si ça a été dit, j'ai peut-être manqué quelque chose parce qu'elle faisait en même temps la modération. Non, alors c'est vrai que c'est pas des analyses qu'on a montrées particulièrement parce que c'est on fait des pré-analyses en fait, on regarde toutes les variables pour voir s'il y a des différences et cetera, mais c'était, voilà en fait, quand on rend les groupes comparables, on a utilisé des critères qui de toute façon par les assureurs sont utilisés, parce qu'en fait le sexe notamment, fait que, voilà, vous partez déjà un peu mal si vous êtes un homme. Pourquoi? Parce que, les hommes et les femmes sont inégaux devant la santé, devant la mort. C'est la seule inégalité qui finalement favorise les femmes, c'est-à-dire que les femmes vivent plus longtemps et en meilleur état de santé que les hommes. Donc, généralement, vous partez déjà avec, votre questionnaire santé, une mauvaise case quand on coche la case homme. Il y a, voilà l'âge, et cetera. Mais finalement, heu, pour, revenir à la réponse pour la question de Ferly, il n'y avait pas de différence, vraiment importante. Sur le sexe, en fait, sur le fait enfin, il y avait quand même un petit peu c'est vrai, pardon. Il y avait quand même un petit peu de différence. Il y avait une favorisation des femmes, qui avaient plus de difficultés, heu, voilà, mais bon, il y avait la question du cancer du sein qui était là aussi. Bref, l'idée, c'est que quand on rend les groupes comparables dans le volet quantitatif, on va, prendre un homme pour un homme, un homme qui est dans le groupe K, un homme qui est dans le groupe témoin et on va, non seulement le faire que c'est un homme, mais en plus c'est un homme qui a emprunté un certain niveau de revenu, qui a un certain hem, voilà, type de cancer, les types de traitements, et puis aussi qui va être fumeur, non fumeur, qui est aussi une variable qui est voilà, utilisée de base en fait beaucoup par les assureurs, et voilà et aussi les comorbidités. Donc du coup, on gomme les différences. En faisant cette technique-là, on rend vraiment les cas comparables et donc voilà, il y a plus de questions de genre qui se posent vraiment. Mais à la base, voilà, c'est un point qui est important, sachant que enfin l'autre différence forte entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a des différences de revenus et c'est l'autre, point important qui est pas forcément en lien direct avec l'assurance, mais qui rentre quand même quelque part enfin qui est quand même un peu pris en compte, en tout cas quand on regarde les publications, les rapports, des marchés financiers des assureurs. Et bien, c'est le fait d'avoir, un revenu suffisant pour pouvoir permettre de rembourser le crédit. Ce qu'on va regarder, c'est ce que vous avez assez, finalement, d'argent pour vivre, si vous remboursez telle part du crédit et les femmes, elles, gagnent généralement moins que les hommes. Donc, bah, il y a cette autre Mmh. inégalité qui vient contrebalancer et qui fait que, voilà, il peut y avoir aussi, des difficultés à s'assurer seule, quand on est une femme. De toute façon, c'est plus de Mmh. difficultés quand on est seul, tout court. Puisqu'on l'a vu, il y a des possibilités peut-être avec le conjoint d'assurer une part plus importante via le conjoint, voire l'intégralité, du montant chez le conjoint. Donc il y a toutes ces inégalités-là qui se retrouvent aussi. Pour compléter, ce que disait Agnès, cette inégalité, effectivement, on la retrouve sur la permanence, EDA, dans le sens où effectivement, lors de divorce, donc il y a des rachats de soult, hein, on va ras la femme va essayer de racheter la part, heu, de son mari et effectivement, il y a une problématique, au niveau, de la capacité de pouvoir financer d'ores et déjà l'emprunt et effectivement se greffe à ça malheureusement la maladie, donc avec des difficultés, de pouvoir s'assurer, de pouvoir avoir cette capacité financière pour emprunter avec une subtilité, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur la permanence quasiment, donc il y a une évolution, je constate un petit peu, sur les dernières années, à savoir que, sur quelques cas, hein, ça reste encore une fois, très ponctuel, parce qu'on a peu de cas de divorce, heureusement. Généralement, l'achat, d'un bien, enfin, en tout cas d'un projet immobilier, se fait souvent à 2. Mais en tout cas des dames qui se retrouvent seules se retrouvent avec une capacité financière donc de plus en plus, élevée, donc avec une plus forte capacité justement emprunter seules, malgré les aléas de la maladie
et avec justement les dispositifs comme le droit à l'oubli et les autres dispositifs existants. Merci à tous les deux, très clair. On a Mariama qui nous demande si je souhaite faire un nouveau prêt après mon cancer post 5 ans pour appliquer le DAO. Est-il plus judicieux de faire assurer ce nouveau prêt par un nouvel assureur ou par mon assureur actuel? Je pense que c'est plutôt pour vous, Amel et Mehdi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la convention AERAS est opposable à toutes les banques et à tous les assureurs. Et donc, dans le cadre du droit à l'oubli, même si vous transmettez des informations relatives à votre antécédent cancéreux, l'assureur n'a pas le droit de le prendre en compte dans son évaluation du risque. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu au cas par cas. Si ça vous dérange de rester auprès du même assureur parce qu'il a déjà connaissance de votre pathologie, vous pouvez tout à fait changer d'assurance, mais c'est pas obligatoire en l'état. Merci. Agnès, tu voulais... Non. Oui, bah, il y a aussi, enfin, je pense que bon, même si ça ouvre sur l'idée aussi qu'il peut y avoir une résiliation en fait infra-annuelle, donc enfin, assez rapide en fait. Si on n'est pas content finalement, on se retrouve, on se dit ben, en fait, voilà, le taux qui nous a été proposé, tu vois, est trop important. Il y a des exclusions de garantie. En fait, on peut changer d'assureur en cours de route, ça c'est hyper important et ça a été voilà une grande avancée aussi récente. Et donc tout le monde n'est pas toujours peut-être au courant. Ouais, merci d'avoir Exactement, précisé ça. c'est dans la cadre de la loi Lemoine, hein, comme dit Agnès, c'est la possibilité finalement de résilier à tout moment, hein, la résiliation infra-annuelle, et justement, à juste titre, de pouvoir, si effectivement la proposition de l'assurance que l'on a actuellement, on a cette possibilité justement de pouvoir faire jouer cette résiliation de manière beaucoup plus facile et moins contraignante qu'auparavant. Et de pouvoir justement trouver, faire le jeu finalement de la concurrence et pouvoir trouver une assurance voilà, avec un coût beaucoup plus abordable. Point de vigilance sur les niveaux de garantie, à bien faire attention que le nouveau contrat ait les mêmes niveaux de garantie que le contrat, et qu'il n'y ait pas, parce qu'il y a l'appel d'air au niveau du tarif, mais il faut que la garantie soit bien, enfin que les garanties du contrat d'assurance soient bien équivalentes et qu'elles couvrent bien l'emprunteur. Merci. Et je pense qu'en plus, ça recouvre aussi la question de Fabien juste après, qui était lors de mon cancer. J'ai fait appel à l'assurance de mon prêt pour une prise en charge de mes mensualités durant toute la durée de mon arrêt, donc 1 an. Et malgré le DAO de 5 ans, est-ce que ma banque peut me retoquer connaissant mon passif de malade? Donc, voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de se dire, mais si vous voulez compléter plutôt sur l'expérience de Fabien. Amel, je ne sais pas si tu voulais compléter sur... Oui, excusez-moi, j'ai pas réussi à réactiver mon micro. Oui, effectivement, comme je le disais, hein, la convention ERAS est opposable aux banques et aux assureurs. Donc, la banque ne peut pas vous retoquer en ayant connaissance de votre passif de malade. Là, si je reprends la question de Mariama, c'était plutôt donc dans le cadre d'un nouveau prêt. Donc là, effectivement, on peut repartir à 0, mais la réponse est la même auprès d'une banque auquel on aurait déjà souscrit le prêt. Merci beaucoup, c'est très clair. Il y a Marine qui nous demande auprès de qui doit-on se renseigner pour connaître les dispositifs avant le droit à l'oubli? Y a-t-il des critères propres à chaque organisme d'assurance ou bien c'est national? Déjà, je pense qu'elle peut venir vers vous, hein, chez EDA. Tout à fait. On vous invite au contraire à nous contacter. Nous, notre job, c'est de vulgariser et d'être le plus pédagogique possible, et on fait vraiment du sur-mesure en fonction des dossiers. Mais au-delà de ça, pour répondre à la question, oui, c'est national. Vous avez un site officiel qui est aeras-info.fr où vous trouverez toutes les informations effectivement pour justement construire votre futur projet, et notamment sur les questions d'assurance, avec dedans le droit à l'oubli, avec des documents d'information, avec des foires aux questions qui vous permettront voilà, d'avoir un peu plus d'éléments. Mais
au contraire, appelez-nous. Nous, notre premier conseil que l'on donne, c'est anticiper. C'est-à-dire que si vous avez à l'esprit justement un projet immobilier, que ce n'est pas encore très clair par rapport à votre état de santé, par rapport à votre capacité même de financement, enfin voilà, vous vous posez des questions, j'y vais pas, je ne sais pas trop, puis derrière, devant plutôt vous avez des biens qui s'offrent à vous et qui pourraient répondre potentiellement aussi à votre capacité d'achat, ne pas hésiter à nous contacter. Nous, on a tout simplement une expérience de 20 ans. Alors, on n'a pas la présomption de savoir tout sur tout, mais on a cette capacité, en tout cas, à s'adapter en fonction des profils et en fonction de votre profil, de pouvoir vous amener toutes les questions, enfin, vous répondre à toutes vos questions et même vous donner un peu une feuille de route. C'est un peu notre travail de vous donner une feuille de route en fonction de votre projet. Mais la question mais en tout cas, le point d'orgue, si je puis dire, après je laisse Amel compléter, c'est vraiment d'anticiper au maximum. Donc, soit en allant sur les sites institutionnels comme le site de la Convention ERAS qui est extrêmement bien fait, mais bien évidemment, et d'ailleurs le site de la Convention ERAS donne quelques numéros de téléphone d'associations dont notre permanence, mais n'hésitez pas à nous contacter en tout cas pour pouvoir anticiper tout ça et voir un petit peu quelles sont les stratégies qui peuvent s'offrir à vous en fonction de votre dossier, parce que ce que l'on évoquait tout à l'heure, peut-être que vous ne serez pas éligible au droit à l'oubli, peut-être à cause de l'âge ou autre, mais peut-être que vous serez éligible parce que votre date de fin de protocole actif est encore récente. Il existe d'autres alternatives, il y a la grille de référence comme on évoquait, d'autres dispositifs comme l'article 10 de la loi Lemoine qui vous permet d'avoir la suppression de questionnaires de santé, des critères inclusifs chez certains assureurs, également aussi exceptionnellement peut-être d'amener des garanties alternatives à la place de l'assurance ou potentiellement essayer de le faire sans couverture d'assurance comme ça a été mentionné. Voilà, nous on est là dans le conseil sur mesure et de voir ce qui pourrait être le plus adapté. Est-ce que si je rentrais par exemple dans le cadre de la suppression du questionnaire de santé, on fait un prêt de 400 000 euros, et le problème, c'est que c'est limité à 200 000. Le conseil, ça va être peut-être qu'on va voir pour réduire la part assurée de la personne qui a été malade pour entrer dans les 200 000 et de pouvoir justement et voir comment ça peut être abordé avec les banquiers. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter, à prendre des informations. Nous, on a cette chance d'avoir au niveau de la Ligue un service qui a une certaine expérience, un certain recul et par rapport en fait à toutes ces démarches en tout cas. Merci. Bon, on retient une chose, il faut anticiper. On va se le marteler et on le martèlera dans les résultats de l'étude et de ce webinaire. Et on a encore une question, alors je n'ai pas son prénom, mais qui nous dit « Bonjour, dans un questionnaire pour une assurance de prêt, il fallait indiquer si des examens médicaux avaient été faits récemment ou étaient prévus en précisant les motifs, dans mon cas pour un suivi post-cancer. Comment être sûr que cette réponse n'est pas pénalisante malgré le DAO ?» Je te laisse compléter, Amel, ou... Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, excusez-moi, j'ai du mal à réactiver mon micro à chaque fois. Alors, si c'est dans le cadre du suivi post-cancer et que la pathologie est éligible au droit à l'oubli, en l'état, vous n'avez pas besoin de le déclarer dans le questionnaire de santé. Donc, le principe du droit à l'oubli, finalement, c'est d'oublier votre pathologie et de faire comme si elle n'avait jamais existé. Donc, imaginons que vous soyez bien éligible au droit à l'oubli, mais que vous ayez des rendez-vous pour le suivi de votre pathologie, pas besoin de les indiquer dans le questionnaire, et quand bien même vous l'indiqueriez, comme je vous le disais précédemment, l'assureur n'a pas le droit de le prendre en compte dans le cadre de son évaluation du risque. Super, merci beaucoup. Et si je peux compléter peut-être, parce qu'il y a après la possibilité, donc sous certaines conditions, de recourir à une assurance emprunteur sans le questionnaire médical. Donc on sort de la loi du droit à l'oubli, mais on entre dans les dispositions de la loi Lemoine, parce qu'il y a aussi des fois des toxicités, sur la santé cardiaque, pour d'autres toxicités pour les personnes qui ont été traitées plutôt plus jeunes dans l'enfance, qui sont plus importantes et qui peuvent remettre tout ça en jeu. En fait, non,
aujourd'hui, que c'était quand même cette révolution de la loi Lemoine, elle permet ça. Donc voilà, il faut avoir moins de 60 ans à la fin du prêt. C'est plafonné à 200 000 €. Bon, ça permet quand même de faire des choses aussi. Ouais, merci beaucoup. On nous demande une question un peu pratique pour vous, Amel et Mehdi. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce que vous êtes? Comment ça marche de la permanence EDA? Alors, vous pouvez nous contacter par téléphone. Donc, le numéro, c'est le 0800 940 939. C'est une ligne qui est anonyme, confidentielle et gratuite. Et pour avoir le service EDA, vous devez taper le 3. Donc, on vous mettra en relation avec Mehdi ou moi pour répondre à vos questions. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Parfait, merci. Je pense que ça va être très utile pour beaucoup. Là, si on tape EDA, ça s'écrit AIDEA, si on n'a pas eu le temps de noter le numéro. Alors, juste pour compléter, c'est un numéro vert qui est gratuit, anonyme et confidentiel. Et vous avez accès à 3 services. Il faut quand même le préciser, c'est important, sur lequel il peut y avoir un chaînage. C'est-à-dire que quand vous tapez vous avez un soutien psychologique, donc animé par des psychologues. Le tapé 2, c'est une permanence socio-juridique pour tout ce qui est en fait lié au droit, au droit social, tout ce qui est RQTH, sécurité sociale, etc. Ne pas hésiter, parce qu'on travaille également avec des avocats, donc juristes plus avocats. Et donc vous avez le 3 en faisant donc la permanence EDA. Donc, je me permets juste de compléter ça, puisqu'en fait on travaille quand même assez en harmonie avec la permanence socio-juridique sur des problématiques par exemple de mise en jeu de la garantie, et donc le numéro, et donc le tapé 1 qui est donc le soutien psychologique, effectivement. Lorsqu'effectivement on a besoin d'avoir une écoute urgente, et c'est sur tout le territoire. Voilà. Super, merci d'avoir toutes ces informations-là. Je crois qu'on arrive au bout des questions et on arrive au bout de l'heure qu'on allait à passer ensemble, donc j'ai envie de dire timing parfait. Merci à toutes et tous pour votre participation et vos questions. On espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. On se rend bien compte que c'est un sujet qui peut être un peu technique quand on n'est pas habitué à se confronter à ce genre de sujet. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé tout ça, tous les 4. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Sentinel et qui voudraient participer à des études et être tenus au courant des résultats d'études, vous pouvez vous connecter sur sentinel.com, mais comme la technologie est bien faite, une fois qu'on aura raccroché, vous serez automatiquement redirigé vers Sentinel. Voilà, merci encore à toutes et tous. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter? Sinon, on peut raccrocher tranquillement. Non, renouveler merci à Mehdi et à Amel pour leur présence, et puis plus largement à la Ligue pour tout ce qui est fait pour aider les proches. Et puis merci aux Sentinelles vraiment d'avoir aussi participé, d'avoir donné de leur temps. Voilà, c'est précieux. Merci de nous avoir intégrés dans ce beau projet, en tout cas. Non, merci à vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis un bel été. Bonne soirée à vous. Merci. Et merci à Sentinelle. Sentinelle. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.